Bonjour, bienvenue dans la chambre de Goupil. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'AK-74U de chez GHK, qui est donc un gas blowback rifle. La présentation se fera en 4 parties. La première sera un bref historique des AK russes. Il manquera des choses que je pourrai éventuellement après combler. La deuxième partie sera une présentation de la dite réplique, que ce soit sur l'ergonomie ou l'utilisation. La troisième sera une partie de test de tir, et la quatrième sera une espèce de conclusion d'ensemble de tout ce qui a été dit et de mon ressenti. Donc cette présentation sera séparée en 4 vidéos, ce qui vous permettra de choisir à votre guise celle que vous voulez. Sans plus attendre, attaquons-nous à la première partie, l'historique des AK. Bon, je vais pas faire un historique de toutes les AK. Oui, je l'ai déjà dit. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que si je faisais un historique de toutes les AK, il faudrait que je parte dans beaucoup de pays et il faudrait que je parle de tous les clones des AK, et là, ce serait vraiment la panacée. Donc, commençons. Comme vous le savez, l'histoire commence par un certain Mikhail Kalachnikov. Oui, je sais pas trop comment ça se dit en russe. Quoi ? Non, en fait, ça ne commence pas par Mikhail Kalachnikov. Merci. Ça commence par le STG-44. En effet, les Russes se sont beaucoup inspirés d'une arme de la Seconde Guerre mondiale, qui est nommée le STG-44 pour Sturmgewehr, qui veut littéralement dire fusil d'assaut. C'est vraiment le premier fusil d'assaut. Il diffère dans sa conception des anciens fusils ou mitraillettes par le constat des Allemands que pendant la Seconde Guerre mondiale, les distances d'engagement étaient devenues beaucoup plus courtes et qu'au final, tirer un homme à plus de 400 mètres, c'était déjà très difficile parce qu'on n'arrivait pas à le voir. Donc, ils se sont dit, pourquoi garder des fusils avec un gros calibre si c'est pour engager des personnes de près avec, certes, une grande portée, mais une cadence de tir limitée et un recul assez énorme. Ouais, mais vous pouvez vous dire, mon petit père, il y avait les mitraillettes, comme le MP40. Oui, il y avait des mitrailleuses comme ça. Mais le problème, c'était qu'elles utilisaient des balles de pistolet. Les balles de pistolet ont une portée effective qui ne dépasse pas trop les 100 mètres et perdent rapidement de leur efficacité. Et donc, c'était assez problématique d'utiliser une telle arme pour un engagement à longue portée. D'autant que la précision n'était pas forcément au rendez-vous. Donc le STG-44, c'était vraiment réunir deux mondes pour combler le fossé qu'il y avait entre les fusils de précision et les mitrailleuses. Donc ils ont créé un calibre assez petit du 7,80, enfin moyen, du 7,92 par 33, qu'ont trouvé bien sûr les Russes et qu'ils ont étudié. Donc malheureusement, ou heureusement, ce fusil a été lancé vers la fin de la guerre, ce qui fait qu'il a été très peu utilisé. Et si les Russes ont été plus marqués par l'utilisation de ce fusil, c'est parce qu'il a été plus utilisé à l'Est. Donc il est temps maintenant de passer à l'AK-47. Quoi ? Ah non, il faut que je parle du SKS. Non, SKS, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi. Donc on va passer directement à l'AK-47, ou du moins à la munition quelle chambre. L'étude de la munition allemande va permettre aux Russes de créer la munition de 7,62 par 39 aux munitions dites M43. Il faudrait parler de la SKS parce que c'est la première carabine à utiliser cette munition. L'AK-47, quant à elle, naît du fait que le SKS ne peut tirer en automatique, donc il sera rapidement écarté au profit d'un fusil plus polyvalent. Les Russes, avec le PPSH et à pression, le mode de tir automatique. Voilà, c'est enfin le tour de l'AK-47. Oui, toi tu dois bien te marrer, là où t'es. Oui, ce Goupil. C'est en 1949 que les forces soviétiques voient pour la première fois
l'Ak-47. Celle-ci équipe en effet l'armée russe cette année-là. Il faut savoir que AK-47 ne désigne pas le moment de sortie de l'arme, mais le prototype se rapprochant le plus du modèle final, qui était une des désignations de Mikhail Kalachnikov. Il n'y a pas à proprement parler de modèle type de AK-47. En effet, dès sa sortie en 1949, il sera modernisé jusqu'à l'arrivée de l'AKM qui marquera d'un peu plus grande différence. On peut noter cependant un modèle plus ou moins final en 1953. En 1959 sort l'AKM ou AKM 59. L'AK-47 a en effet assez évolué techniquement pour changer d'appellation. Bon, même si l'AKM comme l'AK-47 n'aura pas sa version finale en 1959, mais en 1963. Pour les versions finales d'AKM et d'AK-47, on peut constater les différences suivantes. L'AKM va utiliser toutes les améliorations de production de l'AK-47. Le corps sera notamment fait en acier embouti plutôt que laminé. Et on aura un frein de bouche typique, qui la fera reconnaître à tout le monde, qui est biseauté à 45 degrés. C'est-à-dire qu'on aura un cache-flamme coupé à 45 degrés, par là, si je me souviens bien, contre un frein de bouche standard sur l'AK-47. Autre différence, la mire de visée va jusqu'à 1000 mètres au lieu d'être jusqu'à 800 mètres sur les AK-47. Autre différence, les AKM auront une poignée en bakélite, contrairement aux AK-47 qui vont avoir une poignée pistolet en bois. L'AKM aura son lot d'accessoires, notamment le lance-grenade GP25, et à ce moment-là aussi va sortir un modèle de soutien qui est le RPK, qui remplace le RPD, qui est une arme de soutien russe. Donc la principale caractéristique du RPK sera d'avoir un canon plus long et d'avoir un chargeur soit normal, soit tambour de 75 cartouches, me semble-t-il. Le seul problème, ce sera le canon qui, comme sur les AK-47 ou AKM, chauffera très vite. Les Chinois par la suite ont été plus intelligents puisqu'ils ont créé une version avec canon interchangeable rapidement. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi des versions à crosse rétractable, que ce soit AKS-47 ou AKM-S, qui sont des versions avec, pour équipage de char, avec une crosse qui se plie vers le haut et qui entoure l'arme. Donc on ne verra pas beaucoup de différences apparaître jusque dans les années 70, notamment en 74, avec l'arrivée de l'AK-74. Alors, avec la guerre du Vietnam, les militaires russes sont confrontés à une nouvelle munition et une nouvelle arme. Je vous le donne en mille, cette arme, c'est le M16, équipé d'une munition dite de petit calibre, qu'on a nommé le 5,56 par 45 ou 5,56 NATO OTAN. Même si cette arme fut designée en 1956, c'est la première fois qu'elle rentre dans un conflit armé et les Russes louent la capacité de cette arme due au faible recul du calibre. Et le fait d'avoir une munition aussi plus petite permet à la balle de moins être affectée par la gravité. Et donc même si elle est moins puissante, elle permet un tir tendu beaucoup plus simple. Donc ce que va faire l'état-major, c'est d'essayer de créer une munition qui serait une variante du 7,62 par 39 qui se rapprocherait de ce 5,56. Et du coup de créer une arme qui puisse équiper cette munition. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mikhail Kalachnikov sera complètement contre, justifiant que c'est les Américains qui devraient revenir au gros calibre, enfin au calibre moyen. Du coup, Mikhail Kalachnikov ne participera pas au projet. Les expérimentations donneront une munition nommée M74 qui est du 5,45 par 39 mm. Donc la munition reste de même taille, mais on aura un diamètre plus faible. Naturellement, pour utiliser cette munition, il faut une nouvelle arme. Mais le temps presse et ils veulent rapidement pouvoir utiliser cette nouvelle munition
Ils prennent donc comme base l'AKM et la modernisent ou modifient plutôt sa culasse et l'interne pour pouvoir accueillir une munition plus petite. Donc au niveau externe on aura très peu de changements, juste changement de design, l'adoption de plus de plastique et ce sera à peu près tout. L'AK-74 est si proche de l'AKM parce qu'elle n'est pas censée durer dans l'armée. En effet, l'arme a été créée juste pour pouvoir utiliser à court terme la munition de 5,45 x 39 et après trouver une arme plus intéressante à utiliser que cette AK-74. Nous voyons qu'elle est encore utilisée aujourd'hui et ceci est dû au fait que l'arme qui devait le remplacer, le AN-94 de Nikolov, un ingénieur qui a travaillé dans les usines Izhmash, donc qui a bien connu les AKM et les AK-74. Donc le problème de cette arme est qu'elle sera très chère à produire. Elle n'équipera qu'un nombre réduit de forces russes. En effet, elle fonctionne sur un système très ingénieux, mais très compliqué à créer. Petit aparté, ce qui rend cette arme si chère à produire, oui, parce que c'est pour ça qu'elle ne sera pas intégrée trop dans l'armée russe, c'est parce qu'elle intègre un système de masse dans le mécanisme qui permet au tir automatique de tirer les 2 premiers coups à une cadence très élevée pour pouvoir stabiliser le tir de l'opérateur et qu'il ne soit pas surpris par les coups suivants. Donc ça permet d'avoir un tir en automatique beaucoup plus précis. Petite anecdote sur le M16. Donc si les Russes se sont inspirés du 5,56 pour créer une munition plus légère, les Américains se sont inspirés du chargeur courbe de l'AKM pour faire leur chargeur courbe de M16. Bon, c'était pas à la base une idée des Russes, mais c'est quand même assez marrant de le signaler. Et donc nous arrivons enfin en 1979 où sortira cette AKS 74U. Donc une dénomination un peu complexe qui s'explique assez facilement. Donc la première lettre en plus est le S. S pour la crosse rétractable. Non, je dirais pas le mot en russe, parce que je ne le connais pas. Donc voilà. Donc il faut savoir que les S existent avant, mais c'est la première fois qu'on aura l'adoption d'une crosse squelette. Autre nomenclature, le U, qui désigne le fait qu'elle soit courte. C'est le raccourci, c'est la première lettre des mots courts en russe, mais je vais pas essayer de tuer la langue russe ici. Ce qui va être différent sur la KS-74U est une cadence de tir un peu plus élevée du fait que son canon soit raccourci. En effet, en raccourcissant le canon, l'évent des gaz sera plus proche de la culasse, ce qui permettra un mouvement plus rapide de celle-ci. Autre différence, on aura des organes de visée un peu différents que sur une AKM ou une AK-74. En effet, ils ne seront gradués que de 400 à 500 mètres et avant. Voilà, donc 2 positions. Alors en 60... je ne sais plus quand exactement, mais on aura aussi le droit à une version de RPK, nommée RPK 74, qui, comme son nom l'indique, pas d'ailleurs, reprendra les caractéristiques des AK-74, à savoir utiliser la munition de 5,45. Donc on aura le choix entre un chargeur bakélite normal et un chargeur bakélite de 45 coups. Une des différences qu'on verra sur les AK-74 est l'apparition de plastique, comme je l'ai dit, et notamment pour les chargeurs, et une courbure un peu plus faible du chargeur dû au fait que la munition soit plus petite. C'est pas forcément une grosse nouveauté en soi, mais historiquement parlant, les 7,62 auront des chargeurs en métal, et la munition 5,45 aura des chargeurs en plastique. Bien que on ait des chargeurs de 7,62 en plastique et des chargeurs de 5,45 aussi en métal. Je ne sais pas si c'est pour les reconnaître ou si, comme vous avez déjà un stock de chargeurs en métal, le 7,62 a été utilisé plus avec des chargeurs en métal, si c'est pour reconnaître, pour
Ça, je n'en sais rien. Certes, je suis arrivé à l'AK S74U, mais l'histoire des AK russes, de chez Izmash notamment, ne s'arrête pas là. En effet, on aura dans les années 90 grosse évolution. Je ne vais pas dire grosse évolution, puisque ça reste quand même des AK, mais dans un souci de, de rentabilité et de pouvoir montrer que ces produits sont encore aussi bien que les produits américains, dans les années 90, on va voir apparaître une nouvelle série de AK, qui sont les AK 100. Alors, dans les AK 100, on verra l'apparition d'une version, comme il a été dit, modernisée de l'AK74, l'AK74M, qui, au lieu d'avoir les fournitures habituelles en bois, aura des fournitures en fibre, donc en plastique, donc noir. Donc d'ailleurs, cette série est appelée Black AK, donc ce qui changera au fur et à mesure des numéros des AK 100, ce sera le calibre et la taille du canon. En effet, on aura le choix entre deux variantes. La variante AK74 normale et une version raccourcie avec un canon de 304 mm, je crois, je suis pas sûr. Donc une version un peu copiée du M4. On verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc l'AK101 sera une AK74M mais de calibre 5,56. L'AK102 sera une version raccourcie en calibre 5,56, mais pas autant raccourci que l'AK74U. L'AK103 sera une version, me semble-t-il, 7,62 par 39. L'AK104, pareil, mais raccourci. L'AK105 sera une version raccourcie, mais au calibre 5,45 comme l'AK74M. Il n'y a pas d'AK106, contrairement à ce que pourrait faire penser LCT, c'est le SLR 106. Et qui c'est à peu près ce que pourrait être une AK106, mais ça ne l'est pas. Et après on a les AK107 et 108 qui ont un système un peu plus complexe de masse sur la culasse pour compenser le recul de l'arme. À mon avis, ce n'est pas très efficace puisque ça ne sera pas gardé sur la dernière variante à ce jour, qui est l'AK12, donc sortie en 2012 et qui se modernise totalement. AK12 qui se modernise notamment dans l'utilisation de cross à position comme sur les M4 américaines. Et un rail Picatinny sur le haut, donc une AK qui qui de plus en plus va du côté qui s'américanise ou qui s'européanise. Autre différence de cette dernière variante à être sortie, c'est d'aller encore plus loin dans les calibres, puisqu'elle autorise aussi l'utilisation du 7,62 autant. Une variante de calibre qui n'était pas présente sur les modèles 100. Voilà, donc je pense que j'en ai fini sur l'historique. Donc cet historique à peu près convenable est maintenant fini. Bon, je sais que avec tous les modèles d'AK qui ont été produits, notamment à l'étranger, puisque l'AK sous licence a été fabriqué dans plein de pays, les Russes ont vendu leur plan à un nombre de pays, je ne vais pas les répertorier parce qu'ils sont assez énormes, et donc ça fait que les AK russes ne sont pas forcément les meilleurs, mais je ne vais pas répertorier toutes les AK, sinon ça serait très très long. Je serais obligé de parler d'autres calibres qui sont pas forcément créés par Izmash, d'AK de calibres différents, notamment des AK-74 qui utilisent le 7,62 par 54 mm R, qui est la munition du SVD Dragounov. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie qui va suivre, je pense, si vous voulez. Je pense que la vidéo sera la suite où je mettrai un lien pour aller à la suivante. Et je vous dis à bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Si cette vidéo vous a pas plu, mettez un j'aime pas. Mais dites pourquoi. Je ne prétends pas détenir la vérité. Et j'aimerais bien pouvoir avoir des échanges avec d'autres personnes. Et si ça peut vous faire communiquer à propos des AK, ce que vous savez, et bien ce sera ça toujours de prix. Vous pouvez aussi vous abonner.
bien évidemment, ce serait cool. Et puis, je vous dis bonne journée.